Près de 2 ans de fermeture, 2 ans d'attente et les voilà de nouveau réouverts. Les stades sont de nouveau accessibles depuis quelques jours au Maroc et déjà 2 rencontres ont été émaillées d'affrontements, celle du Raja de Casablanca et la Renaissance de Berkane le 6 mars dernier, et puis ce 13 mars à l'issue de la rencontre entre les Phares de Rabat et le Maghreb de Fès. 2 rencontres, 2 envahissements de terrain et des affrontements. Alors à quand la fin de ces débordements ? Quelles raisons et quelles solutions ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast Actu de Tel Quel, et ce lundi 14 mars 2022, je vous propose de parler football, stade et ultra. Depuis fin février, les stades sont à nouveau accessibles aux supporters. La première rencontre post-Covid restera celle de la Ligue des Champions à Casablanca au complexe Mohamed V. Le Raja de Casablanca était opposé le 25 février 2022 au club guinéen de Horoya Conakry. Une rencontre plutôt bon enfant, mais très vite, en moins d'1 mois, la violence dans les stades a refait apparition. Dimanche 13 mars, la défaite 2-0 des Phares de Rabat face au Maghreb de Fès en Coupe du Trône a donné lieu à de gros incidents. Des supporters du club de la capitale sont descendus sur la pelouse pour tenter d'en découdre avant d'affronter les forces de l'ordre. Bilan, 160 personnes ont été blessées lors de ces débordements. Alors comment en finir avec ces violences ? Nous allons en parler dans cet épisode du Scan avec Karine Dronnet, journaliste sportif, et Abderrahmane Bourkia, sociologue et auteur du livre Des ultras dans la ville. Mais d'abord, le pourquoi de ces violences. La première réponse tient en l'ADN de ces ultras. Selon le chercheur Abderrahmane Bourkia, la violence fait partie des ultras. Elle est même codifiée. Deuxième raison, elle est sociale et économique. Une grande partie des jeunes ultras auteurs de violences sont très souvent exclus du système économique formel. Le football, le stade est donc le lieu d'exécutoire, de défouloir. Et on arrive à la troisième raison, la fermeture des stades a perturbé, dérangé. Leur réouverture a donc libéré cette énergie et malheureusement ces violences. Abderrahim Bourkia. On peut dire que le retour au stade, c'est le retour au défouloir. Les stades pour les ultras et les supporters, c'est un espace de liberté. C'est un espace où ils peuvent s'adonner à cœur joie à leurs activités de supporters. Donc ils peuvent vraiment manifester leur soutien au club, s'opposer en s'opposant aux rivaux, aux autres groupes antagonistes. Ils peuvent vraiment insulter n'importe qui aussi. Ils peuvent chanter des hymnes, donc d'une manière ou d'une autre, on peut dire contestataires ou pas. Ils peuvent vraiment dénoncer les faits sociaux. Donc on peut dire que les stades, c'est le dernier lieu où le débridement des émotions est toléré. Mais ces violences dans les stades peuvent-elles être limitées ? En partie, oui, si les clubs et les ultras sont davantage responsabilisés. Car pour Karine Dronnet, journaliste sportif, il y a défaillance de la part des clubs dans la gestion des stades qui restent accessibles aux mineurs malgré la loi. Des incidents fort regrettables qui illustrent encore une fois que les autorités n'ont pas appliqué les mesures qu'elles avaient décidé de mettre en place. Je pense notamment à ces 90 jeunes qui ont été interpellés, ces 90 mineurs, alors que normalement, théoriquement, ils ne sont autorisés à entrer dans l'enceinte sportive que accompagnés par un adulte. Apparemment, ce n'est pas le cas. Ils ont pu rentrer comme ils voulaient et donc aujourd'hui, on a des bandes de jeunes surexcités qui viennent semer la terreur dans nos stades. Une des solutions serait donc, selon lui, une intensification du paiement en ligne pour la billetterie d'accès au stade. Aujourd'hui, des clubs comme le Raja de Casablanca, d'ailleurs, s'emploient à développer le paiement en ligne pour accéder au stade, donc avec des billets accessibles via des plateformes d'achat en ligne. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que là, ça permet en revanche d'identifier la personne qui achète le billet, d'avoir son nom et donc de pouvoir contrôler les flux de spectateurs dans le stade, ce qui n'a pas été apparemment le cas donc à Rabat ce week-end. Pour Abderrahim Bourkia, la billetterie est une fausse bonne idée. Début mars, des groupes ultra rajaouis ont d'ailleurs manifesté contre la hausse des prix des billets post-Covid, une manifestation traduite par un large boycott du complexe Mohamed V. C'est le cheval de bataille des ultras qui cherchent vraiment que les prix soient abordables à la majorité de leurs membres, parce que vraiment, comme la dernière fois, lorsqu'on a vu que les ultras du Raja, ils ont boycotté Stade, pour la simple raison, c'est que les prix des billets étaient pas abordables pour eux. Donc, il était abordable pour certains, mais c'était pas
le cas pour la majorité des supporters du Raja de Casablanca. Du coup, ils ont boycotté, ils ont réussi à le faire. Et au sein de ce groupe-là, donc nous sommes des groupes ultra du Raja, Green Boys, Ultra Eagles, sont en train de discuter aussi comment vraiment amener le club aussi à faire un bon prix aussi. Alors que faire? Quelle solution? Première mesure, des sanctions. Elles ont été prononcées. Des joueurs ont été sanctionnés de 30 000 dirhams d'amende chacun pour comportement antisportif ou échange de coups. Mais tenez-vous bien, les deux clubs, le Raja de Casablanca et le Renaissance de Berkane, ont écopé, pour le match en question, d'amendes moins sévères que leurs propres joueurs, 20 000 dirhams pour l'envahissement par leurs supporters du terrain et seulement 5 000 dirhams pour jet de bouteille. Du côté de la rencontre entre les Phares et le Mas de Fès, les sanctions sont toujours attendues. Elles devraient être beaucoup plus lourdes. Les dégâts ont été d'ailleurs beaucoup plus nombreux. Selon la DGSN, 57 supporters et 103 membres des forces de l'ordre ont été blessés et de nombreux dégâts dans les installations du stade Moulay Abdellah ont été recensés. Une moto a d'ailleurs été incendiée et 33 véhicules de la police et de particuliers ont été endommagés. Abderrahim Bourkia, les clubs sont-ils selon vous responsables directement de leurs supporters? Je pense pas d'une manière directe parce que on peut pas vraiment encadrer ou contenir les supporters. Première des choses, il faut savoir que les supporters, donc ils ne reconnaissent pas l'autorité de qui que ce soit, donc et surtout d'un responsable ou d'un club. Du coup, eux, ils se disent toujours qu'ils sont autonomes, ils sont dotés d'une certaine autonomie financière, donc ils peuvent vraiment critiquer la gestion du club, ils peuvent vraiment dénoncer aussi les déboires du club, les mauvaises prestations des joueurs ou de l'entraîneur aussi, ils peuvent vraiment revendiquer, ils peuvent vraiment pousser au limogeage d'un entraîneur qui ne donne pas satisfaction. Donc je pense pas que le club est responsable d'une manière directe de ses supporters. Pas responsable directement, mais au niveau de la billetterie, des questions de fond peuvent se poser. Autre solution pour le chercheur, il faut que les autorités parviennent à convaincre les groupes ultras à se former en association pour pouvoir mettre des noms et des statuts juridiques sur ceux qui sont responsables de débordements et de violences. Ils n'ont pas un statut juridique bien défini. Ils n'ont pas de statut d'association. C'est vraiment un groupe de jeunes, les moins jeunes aussi, qui s'adonnent aux activités de supporters et des ultras, donc selon des règles universelles des ultras dans le monde entier. Du coup, on ne sait pas exactement qui sont vraiment les membres d'un noyau dur, qui sont les responsables et qui tirent les ficelles. Donc ça reste toujours une forme vraiment qui échappe à toute reconnaissance juridique. Il n'existe donc pas de recette magique pour le chercheur et sociologue, mais un levier reste indispensable, capital, l'école. Abderrahim Bourkia. Ça nécessite vraiment un travail de fond aussi. Hein. C'est un plan Marshall où vraiment il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent. Il faut interroger donc le rôle des acteurs, des agents de socialisation primaire, qui est l'école. Ce sont des jeunes issus de la société marocaine, donc c'est un produit social marocain, c'est made in Morocco. Il faut vraiment questionner toutes les composantes de la société aussi. Hein. Comment on a eu des jeunes qui tolèrent l'usage de la violence à l'égard d'un autre. Et vous pensez-vous que l'on arrivera à bout des violences dans les stades? L'école, est-ce la seule recette ou croyez-vous justement à des statuts juridiques pour les ultras et des sanctions plus importantes pour les clubs de football? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan et donnez-nous votre avis avec le hashtag Le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.